Nous allons continuer un tout petit peu ce qu'on avait vu sur les bases de données. Donc la dernière fois, on avait dit que lorsque je prends un SGBD quelconque, on a parlé de modèle relationnel, de l'algèbre relationnelle. Et maintenant, on va essayer de voir un tout petit peu la partie pratique de ça, à savoir la partie concernant le langage SQL. Le SQL, comme son nom l'indique, c'est Structured Query Language, c'est-à-dire un langage d'interrogation structuré. C'est un langage qui a été créé après que Code ait mis en place l'algèbre relationnelle. En 1970, nous allons voir l'historique tout à l'heure. Et avant de commencer, il faut d'abord qu'on donne quelques conseils pour l'apprentissage du SQL. Alors, le SQL, c'est un code informatique, donc on est obligé de le faire fonctionner. Il faut que j'arrive à faire fonctionner mes requêtes sur SQL. Il faut toujours, avant de commencer à utiliser les requêtes, il faut alimenter vos bases de données. Pour tester une base de données quelconque et voir s'il fonctionne, il faut l'alimenter avec des données pour vérifier qu'elle permet effectivement de faire ce que l'on souhaite avoir. Une base de données sans données, c'est au mieux une base de données. C'est vrai que c'est une base de données, mais ça ne permet pas de vérifier, donc ce n'est pas suffisant. Il faut utiliser des références en ligne, on en a plusieurs références, et le mieux serait si on n'arrive pas à trouver des références, d'aller sur PostgreSQL, qui est proche du standard de langage SQL avec toute la documentation qui est très bien faite. Pour y aller, il faut aller au site que vous voyez devant vous. Alors, comme introduction à ce que nous allons faire, le SQL permet de retrouver et de manipuler des données sans préciser les détails. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de connaître comment la base de données est implantée pour pouvoir utiliser SQL. Le SQL, la première version du SQL a été découverte en 1976, puis en 1976, il s'appelait SQL, qui est elle-même dérivée de Square. Et tout ça est dû au fait qu'on avait découvert, si vous voulez, on avait implanté l'algèbre relationnelle en 1970. Maintenant, il y a plusieurs versions qui sont commercialisées. Les dernières, c'est vers les années 2010, mais ça continue à venir, étant donné que au début, on avait les langages quatrième génération. Maintenant, on a les langages qui sont orientés objets. Donc, à chaque fois, on est obligé de développer d'autres versions de SQL. Ce langage contient un certain nombre, si vous voulez, de sous-langages. On va commencer par parler de ces sous-langages. Dans cette séance, j'attaquerai le langage de définition de données. Donc, on commence d'abord par le langage de définition de données. C'est là où on va définir toutes les données dont on a besoin. On verra bien des exemples tout à l'heure. Il nous permet de créer, modifier et supprimer des objets. Ici, quand je parle d'objets, c'est-à-dire que je parle de tables et des index, des clusters, des privilèges, etc. Ça, on reviendra dessus. Tout ça, on reviendra dessus plus tard. Il y a une deuxième partie qui est la partie de manipulation de données. Le langage de manipulation de données, c'est le LMD. Il permet l'ajout, la modification, la suppression des données dans une table quelconque. On parle ici donc de la notion de transaction, c'est-à-dire de la relation entre l'utilisateur et l'ordinateur. Le troisième, c'est le langage d'interrogation de données, tel que la sélection, la mise en œuvre du langage relationnel, etc. Et la quatrième partie, c'est le langage de contrôle de données. Ici, on parle du schéma externe. Vous vous rappelez quand on avait parlé des systèmes de gestion de bases de données, on avait parlé du schéma externe, le schéma interne, la représentation physique, logique, etc. Et puis, on parle de la notion de rôle et de privilège, je reviendrai dessus plus tard. Maintenant, on va commencer par parler du langage SQL DDL, c'est-à-dire, on va, dans cette séance, parler de la description de données. Comment on passe de la théorie, c'est-à-dire du langage relationnel, vers la pratique qui est, si vous voulez, le SQL DDL. Le plan de cette partie sera, on va commencer par une introduction, et puis on va voir comment créer un schéma d'une base de données sur un support magnétique quelconque, et puis on va passer à la création des tables, comment créer des tables, quelles sont les différentes possibilités qu'on a pour la création des tables, et on va parler de la modification telle que la suppression, l'ajout, etc. de certains éléments dans une table. Et on passera par
3 exemples très importants pour illustrer ce qu'on va essayer de voir. Donc, on va essayer de passer donc par la création et la modification de certains éléments dans le langage SQL, et c'est le langage de définition de données. Ce qu'on va faire au début, c'est de voir les opérations suivantes. Comment créer un schéma, comment créer une table, comment ajouter les colonnes qui sont obligatoires et les colonnes qui ne le sont pas, comment définir les domaines, les identifiants primaires et secondaires, les clés étrangères, la suppression d'une table, l'ajout, suppression, modification d'une colonne, et puis l'ajout et la suppression d'une contrainte et d'un index, et puis la création d'un espace de stockage sur la machine. Création d'un schéma. Qu'est-ce qu'on entend par la création d'un schéma? C'est-à-dire que je vais mettre en place une base de données, il faut que sur le support magnétique, que je lui réserve un espace, et pour ce fait, on met create, schéma, et le nom de la base de données. Ici, je vais travailler sur une base de données qui s'appelle la base de données CLICOM, c'est-à-dire client-commande. Donc, on aura les tables client-commande et les objets et les produits, etc. On verra ça au fur et à mesure qu'on avance dans ce cours. Pour la création d'une table, on peut parler de création de la table, création des colonnes, mise en place des domaines, les identifiants, c'est-à-dire les clés étrangères, comment on les met en place et comment supprimer une table. Commençons par, maintenant, on a commencé par la création de la base de données. La base de données, elle est là. Maintenant, on va essayer de créer une table quelconque. On va commencer par créer la table client. Dans le modèle relationnel, on a ce que vous voyez ici. Vous avez le client qui est connu par son code, son numéro, son nom, son adresse, sa localité, sa catégorie. Catégorie, c'est de voir le type de client et puis le compte bancaire ou bien le compte que possède ce client chez nous. On commence par donc, la création de la table. Donc, c'est create table, le nom de la table. Je viens ici, j'ai 2 colonnes. On a la colonne qui contient l'attribut lui-même, c'est-à-dire le numéro du client, et la colonne qui contient le domaine. Par exemple, le numéro de client, c'est une chaîne de caractères de longueur maximale 10. Le nom du client, c'est une chaîne de caractères de longueur maximale 32. L'adresse, elle est de longueur maximale 60. La localité, elle est de longueur maximale 30. La catégorie, c'est sur 2 caractères. Et puis le compte, c'est un nombre décimal de longueur 9, dont 2 après la virgule. Donc nous avons la longueur maximale, c'est 9, dont 2 après la virgule. Donc avant la virgule, nous avons 6 chiffres au maximum. Parce qu'il faut ajouter la virgule. Donc 6 chiffres plus la virgule, plus 2 chiffres après la virgule. Les différents types qu'on a sur le SQL, ça, on parle du numérique, on parle de chaîne ou bien de bits, ou bien de chaîne de caractères, on parle de la date, on parle du temps, on parle d'un certain nombre de domaines. Ça, on pourra le développer ensemble sur le TD que je vais vous envoyer. Les domaines. Donc, on avait parlé dans le langage relationnel des domaines. Maintenant, comment on peut créer un domaine? Et on va voir quel est le rôle de domaine, si vous voulez, après. Donc, la création se fait de la manière suivante. Donc, create, le nom de domaine. Donc, tout à l'heure, dans la base de données, on avait dit create schéma. Maintenant, create domaine, le nom du domaine et ce qu'il contient. Donc, c'est le montant, c'est le domaine des décimaux qui contient 9 chiffres, dont 2 après la virgule. Le domaine matricule, c'est le domaine des caractères de longueur maximale 10. Et le domaine des libellés, c'est le caractère de longueur maximale 32. On aura donc, au lieu de mettre ce qu'on a ici, au lieu de mettre ça, on aura donc create table client avec le numéro de client qui est de type matricule, domaine matricule. D'accord, le nom, il est du type libellé. La localité, il est du type libellé. Et puis le compte, il est du type montant. Les colonnes obligatoires. Quand on avait parlé de la notion de clé, quand on avait dit les contraintes d'intégrité et les contraintes de clé, on avait dit que la clé doit être non nulle. Donc, pour ajouter ce fait sur SQL, on va ajouter, si vous voulez, on va dire que toutes les colonnes
sont facultatifs par défaut, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas ne pas avoir de données. Pour montrer que la colonne n'est pas facultative, c'est-à-dire qu'on doit la remplir, qu'on doit y mettre de données, on ajoute not null. Not null, c'est-à-dire je ne vais pas mettre n'importe quoi dans cette colonne. Et maintenant, j'ai mis ici que, par exemple, la seule colonne qui est facultative ici, c'est la colonne catégorie. Les autres, ils sont toutes non nulles, c'est-à-dire qu'on doit y mettre des données. Le deuxième point, si vous voulez, c'est on peut, dans une colonne quelconque, ajouter des valeurs par défaut. Je peux mettre les valeurs par défaut. Par exemple, je peux mettre la localité caractère non nul et le défaut, c'est la valeur, par exemple, Paris. Catégorie aussi, c'est les subcaractères. Par défaut, on y met B1. Et dans le compte, on met dans défaut 0, 0. Et je peux retourner un tout petit peu sur les domaines pour, si vous voulez, encore raffiner la déclaration d'un domaine en mettant create domaine montant. C'est une chaîne de caractères, c'est un décimal de longueur 9, dont 2 après la virgule. Et tous les éléments qui sont déclarés du type montant auront pour valeur par défaut 0, 0. Les identifiants, ou bien ce qu'on appelle les clés primaires. Donc, par exemple, dans le client, on a le numéro du client, c'est l'identificateur. On a cette représentation au modèle relationnel ou bien au modèle logique de données. Et ce qu'on va faire, c'est de revenir sur la table, de mettre create table client, numéro de client, le nom, l'adresse, la localité, la catégorie, le compte, et d'indiquer que la clé primaire de cette table, c'est le numéro du client. Donc, le numéro du client, c'est la clé primaire. Donc, j'explique à la machine comme quoi le numéro du client, c'est une clé primaire. Les identifiants secondaires, c'est-à-dire, quand on avait parlé de l'algèbre relationnelle, j'avais parlé de la notion de clé candidate, les clés candidates. C'est-à-dire, ce sont des attributs qui vérifient tout ce qui est vérifié par la clé primaire, mais qui ne sont pas des clés primaires pour ce qu'on est en train de traiter maintenant. Donc, ils ont les mêmes caractéristiques que la clé primaire, mais, si vous voulez, ils ne jouent pas le rôle de la clé primaire. Par exemple, supposons que lorsqu'on était en train d'étudier, par exemple, le modèle relationnel, on avait trouvé qu'il y a deux clés candidates. Il y avait le numéro de client, il y avait le nom. Et pour notre travail, on a choisi comme clé primaire le numéro de client, mais le nom joue toujours le rôle de la clé primaire. Étant donné qu'il joue le rôle de la clé primaire, donc il doit vérifier les caractéristiques de la clé primaire, qui sont l'unicité. Donc j'ajoute en bas unique de nom, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit d'avoir deux noms qui sont identiques dans les données, si vous voulez, concernant la table client. Donc, je reprends. Le numéro de client et le nom étaient des clés candidates. On avait choisi le numéro de client pour être la clé. Mais ça n'empêche que le nom joue toujours le même rôle que la clé primaire. Il n'est pas la clé, mais il doit avoir les mêmes caractéristiques. Il peut jouer le même rôle que la clé primaire. Pour ce fait, on va ajouter en bas unique de nom. C'est-à-dire, j'indique que le nom, il a les mêmes caractéristiques que la clé primaire. Les clés étrangères. Les clés étrangères, j'avais dit dans le modèle relationnel que le but des clés étrangères était d'indiquer à la machine qu'il y a un lien physique entre deux tables quelconques. Donc ici, vous avez la table client et vous avez la table commande. Dans la table client, on a les informations qu'on avait tout à l'heure. Et dans la table commande, on a le numéro de commande, la date de la commande. Et dans le modèle relationnel, on avait eu, si vous voulez, le numéro de client comme étant une clé étrangère, ce qui fait qu'il faut l'indiquer à la machine, il faut le montrer à la machine, il faut lui dire que le numéro de client, c'est un attribut simple, c'est vrai, dans la commande, mais il joue le rôle du clé primaire dans la table client. Pour ce fait, on va mettre ce qu'on a ici. Numéro de create table, la commande, il contient le numéro de commande qui est une chaîne de caractères de longueur maximale 12, qui a la caractéristique d'être non nul. Le numéro de client qui est une chaîne de caractères de longueur 12 non nul, il est de même type que le numéro de client qu'on a ici. Attention, la clé étrangère doit avoir les mêmes caractéristiques que la clé primaire dans la table d'où elle provenait.
La date de la commande, c'est une date. On indique aussi que ce n'est pas nul. Donc, on indique que la clé primaire pour la commande, c'est le numéro de commande. Donc, c'est un attribut simple dans la commande qui joue le rôle de la clé primaire. Et que la clé étrangère, c'est le numéro de client. Le numéro de client, mais on doit indiquer à la machine, on doit lui dire comme quoi le numéro de client, il provient de la table client. Parce qu'il se peut que je trouve le numéro de client dans une autre table comme étant autre chose. Donc, je vais mettre foreign key, c'est-à-dire clé étrangère, c'est le numéro de client. Il faut prendre comme référence la table du client. C'est-à-dire que ce numéro de client, il est pris dans la table client. Si l'identifiant cible est secondaire, possible mais déconseillé. Il est déconseillé. Il faut toujours, si on veut, on peut faire le lien. Je peux faire le lien entre, j'ai le droit puisque le nom, si vous voulez, il a les mêmes caractéristiques que le numéro de client. On peut utiliser le nom comme étant une clé étrangère dans la commande, mais généralement on essaie d'éviter ça, on reste dans la clé primaire elle-même. Alors, on aura donc ce que vous voyez ici. On peut, si vous voulez, simplifier les déclarations. Par exemple, au lieu de mettre ici primary key, numéro de commande, on peut mettre directement create table client. Numéro de client, c'est une chaîne de caractères sur une longueur de 10. Il doit être non nul. Et c'est elle qui va jouer le rôle de la clé primaire au lieu d'aller en bas et d'écrire primary key, numéro de commande, par exemple. Et puis les autres attributs, bien sûr, les autres champs. La même chose pour la table. On peut ajouter aussi pour le nom, comme quoi il est unique directement, au lieu d'aller en bas et de mettre unique de nom. On peut aller dans la table commande pour montrer que le numéro de client est une clé étrangère. Il suffit d'aller d'un numéro de client, de déclarer le domaine, not nul, et puis je vais mettre directement référence à ce client, c'est-à-dire que le numéro de client, je l'ai pris dans la table, si vous voulez, client. On peut mettre ici, on peut créer, si vous voulez, en utilisant des contraintes, c'est-à-dire que j'impose des contraintes. Donc ici, ces contraintes de primary key, c'est-à-dire les contraintes de la clé primaire. Ici, c'est les contraintes de la clé étrangère que j'impose sur le numéro de commande et sur le numéro du client. Ou bien on peut mettre directement ici constraint, comp, c'est-à-dire contrainte, primary key, contrainte, foreign key, c'est-à-dire clé étrangère. On arrive à la deuxième partie. Donc on sait maintenant comment créer les tables, quelles sont les différentes manières pour créer les tables. Maintenant, si je veux supprimer une table quelconque, si je veux supprimer une table, mais attention, cette opération, c'est une opération qui est sur haute surveillance. Parce que si je supprime une table, je ne peux plus la récupérer. Donc, il faut faire attention à la suppression. Et encore, il faut dire que la table ne doit plus être référencée par une clé étrangère. Je ne peux pas supprimer la table client si je ne supprime pas la table commande. Je ne peux pas aller dans ce que j'ai ici. Si je veux supprimer la table client, il faut d'abord supprimer la table commande, parce que c'est le client qui a donné naissance à la commande. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir une commande si je n'ai pas un client. Et si je veux effacer le client, il faut d'abord effacer les commandes de ce client. Il faut faire attention, mais ça n'empêche que c'est une opération qui est à haut risque qu'il faut quand même manipuler attentivement. Troisième partie qu'on voit dans le DDL, c'est la modification d'une table. La modification, donc on peut soit ajouter, soit retirer, soit modifier une ou plusieurs colonnes. On peut ajouter ou retirer une contrainte quelconque. On va voir comment. Voilà, j'ai essayé de simplifier ça dans ce que vous voyez ici. Donc, ça c'est la modification, ou bien la modification de la table. Donc, alter, table, produit, add, colonne, poids, de type small integer, c'est-à-dire modifier la table produit, ajouter dans cette table l'attribut poids qui est de type small integer. Ça, c'est ce qu'on appelle donc, on ajoute une colonne. Donc, alter table produit, add colonne,
C'est-à-dire, j'ajoute un attribut. Ajouter une colonne, ça veut dire que j'ajoute un attribut qui est de type small integer. Attention, lorsque je fais ça, je ne suis plus sur la même table. Je viens de créer une autre table. Je peux garder le même nom, donc je supprime la première, mais normalement, je crée une autre table. Alter, deuxième, supprimer une colonne. Alter table, produit, drop. Donc, laisser à part, supprimer la colonne prix. Donc, je vais supprimer la colonne prix. Troisièmement, alter table, client, modifier la colonne de la catégorie pour mettre toutes les valeurs à 0. Pour mettre toutes les valeurs qui sont prises par la catégorie à 0, 0. Alter table, client, modify colonne catégorie, drop, default. C'est-à-dire, je vais supprimer les valeurs par défaut. Pour mieux illustrer ce qu'on a vu, je vais essayer de donner quelques exemples. Je vais essayer de donner 2 exemples qui sont simples et je vais essayer de donner à la fin une base de données qui est complète et comment on va créer cette base de données. Le premier exemple qu'on va essayer de voir, c'est considérons la base de données qui s'appelle carnet de voyage qui contient les tables suivantes. On a l'auteur. L'auteur, il contient le numéro d'auteur qui est, si vous voulez, la clé primaire, et il est du type entier. Le nom de l'auteur qui est une chaîne de caractères, et le prénom de l'auteur qui est une chaîne de caractères. Et la deuxième table qu'on a, c'est la ville, qui contient le numéro de ville comme clé primaire. Notez que quand on ajoute le dièse, c'est comme si on montre aussi que c'est une clé primaire. Dans certains langages, c'est pour montrer une clé étrangère. Ça dépend des versions de SQL. Le nom de la ville, il est du type string, et le nom du pays, il est du type string. Le carnet de voyage, il contient 2 clés étrangères, à savoir le numéro de l'auteur et le numéro de la ville. Les deux, quand ils sont concaténés, vont donner naissance à la clé primaire de carnet de voyage. Donc, nous avons numéro d'auteur qui provient de l'auteur, nous avons numéro de ville qui provient de la ville, et puis la description du voyage qui est du type chaîne de caractères. Pour la création, on a ce que vous voyez ici. Donc, create table, auteur, numéro d'auteur, integer primary key, nom de l'auteur. Notez que lorsque je mets primary key, je peux supprimer not nul, unique, toutes les autres caractéristiques parce qu'elles sont déjà dans la clé primaire. Le nom de l'auteur, c'est une chaîne de caractères variable varchar, et le prénom de l'auteur, c'est une chaîne de caractères qui est variable. Et puis la ville, c'est le numéro de ville integer primary key, nom de la ville varchar, et le nom du pays, c'est varchar. Donc, vous avez chaîne de caractères de longueur variable et vous avez entier qui est la clé primaire. Carnet de voyage, on doit avoir ici le numéro de l'hôtel, il est du même type que ce que vous avez ici. Le numéro de la ville, il est du même type que ce que vous voyez ici. Et l'autre, c'est une chaîne de caractères où on ajoute qu'ils sont référenciés de l'auteur et de la ville. Donc, c'est-à-dire que le numéro de l'auteur ici provient de l'auteur. Ça signifie quoi exactement? Ça, c'est très important. Ça signifie quoi quand je mets ça? C'est-à-dire que le numéro de l'auteur, il provient du numéro d'auteur qu'on a ici. Et que toutes les valeurs qui seront prises par le numéro de l'auteur seront déjà ici. C'est-à-dire que l'ensemble des valeurs qui sont prises par le numéro de l'auteur ici est inclus dans l'ensemble des valeurs qui sont prises par le numéro de l'auteur ici. On ne peut pas déclarer quelqu'un pour un voyage alors qu'on n'a pas encore ces informations. Je ne peux pas déclarer quelqu'un qui n'est pas saisi dans la base pour aller dans un voyage, si vous voulez. Je ne peux pas déclarer une ville qui n'existe pas. Donc avant de déclarer le numéro de la ville ici, il faut que la ville existe déjà dans la base de données. Deuxième exemple. On considère, ça c'est un exemple qui est très important, et ça aussi c'est un exemple qui est très important. Je reviendrai dessus après pour des utilisations très importantes dans le modèle, dans le langage de manipulation des données. Deuxième exemple, c'est qu'on a un client qui contient l'identité du client et le nom du client. On a la facture qui contient l'identité de la facture, c'est-à-dire le numéro de la facture, l'identité du client,
la date de la facture, le montant de la facture et est-ce que la facture est payée ou non. Est-ce que la facture est payée ou non. Donc, on a le numéro de la facture, les densités du client comme clé étrangère, la date de la facture, on met dans la date de la facture par défaut la date d'aujourd'hui, la date courante, donc c'est facture date, il est du type date, not null, default current date. Le montant de la facture, c'est de longueur 16, dont 2 après la virgule. La facture payée ou non, c'est-à-dire si c'est 0, ça veut dire la facture n'est pas payée. Si c'est 1, ça veut dire que c'est une facture qui est payée. Et puis le compte du client. Donc, il y a l'identité du compte, le numéro de compte, il y a l'identité du client, et le compte crédit, le crédit du compte, le débit du compte et la date où on a pris, si vous voulez, on a saisi ce compte. Maintenant, je passe à un exemple qui est complet, un exemple dans lequel il y a une base de données complète. Ça, c'est le modèle relationnel qui est représenté sous forme de table. Et puis, on peut, pour le voir au modèle relationnel, il est comme ça. Donc, on a le client, la commande, le produit et le détail. Ici, c'est en représentation en modèle logique de données. Et ça, c'est en représentation en modèle relationnel. Donc, nous avons le client qui contient le numéro de client, le nom, l'adresse, la localité, la catégorie et le. Nous avons la commande, elle contient le nom, la date de la commande, le numéro du client. Nous avons le détail, il y a le numéro de commande, le numéro de produit. Les deux constituent la clé si vous voulez, de détail. Et puis, on a la quantité commandée. Le produit, on a le numéro de produit, le labellé, le produit en stock et la gestion de stock. Si j'essaye de remonter un tout petit peu en haut, je vais avoir le modèle entité association suivant. C'est-à-dire, on va essayer de remonter pour voir d'où est-ce qu'on a eu ce modèle. On a le client. Pardon. Le client, donc il contient le numéro du client, qui est son identifiant, le nom, l'adresse, la localité, la catégorie, et puis le compte. Notez bien que je ne mets pas ici que la catégorie sur un caractère ou sur n'importe quoi parce que je suis en train de travailler sur le modèle entité-association. Je vais mettre la relation, c'est passé. Et puis la commande, passé commande. Commande, on a le numéro de commande, on a la date de la commande. Et puis on a ici l'article. Ou bien le produit. On a N-Pro, numéro de produit, libellé, le prix et quantité. Et puis si on a la commande, elle concerne. Et puis la quantité commandée. Donc, ça c'est le début. On vous dit qu'un client passe une commande. La commande concerne un certain nombre d'articles. Donc, un client, il peut passer 1 jusqu'à N commandes. Donc, au maximum, c'est N. Une commande, il est passé par un seul client.
Et puis, dans une commande, on a jusqu'à n produits. Un produit peut figurer sur 0 jusqu'à n commandes. Quand je vais faire la transformation, pour passer au modèle relationnel, donc vous avez ici le 1, ce qui fait que le numéro de client va passer dans la commande, et on a ici NCLI, comme étant une clé étrangère, puisqu'on a ici le N et ici on a le 1. On a dit que la clé primaire va migrer vers la commande qui contient la cardinalité maximale qui est égale à 1. Ici, on a le N et le N, donc on avait dit que la transformation sera faite de la manière suivante, c'est que ça va se transformer lui-même en une relation. Il va se transformer en une relation, comme ça. Et c'est ce qu'on a appelé ligne, ou bien détail. C'est ce qu'on a appelé détail. Et puis, le détail, il va contenir comme clé étrangère le numéro de commande, comme clé étrangère le numéro du produit. Et puis, on a là la quantité, comment je l'ai écrit? Je l'ai écrite, quantité commandée. On aura ça, et puis on va supprimer ça. Et on a ce que vous voyez dans le schéma, c'est-à-dire qu'on a ici on a ici le numéro de client qui est une clé étrangère dans la commande. On a le numéro de commande qui est une clé étrangère dans, si vous voulez, dans le numéro de commande qui est une clé étrangère dans le détail, le numéro de produit qui est une clé étrangère, et les deux vont constituer la clé primaire de notre table. Donc, maintenant, on a ce schéma. Pour le représenter en mode relationnel, donc, on fait comme ça. On écrit comme ça. Donc, on a le client. Il contient le numéro de client, l'adresse, le nom, l'adresse, etc. Le nom, l'adresse, la localité, la catégorie et le compte. Là-bas, on a ajouté que le compte, et maintenant c'est 0 ou 1, parce que maintenant, je commence à m'approcher de la machine, je commence à m'approcher de l'ordinateur. Le client, la commande, il est le numéro de commande, la date de la commande et le numéro de client. Le produit, on a le numéro de produit, le label, le prix et la quantité en stock. Et enfin, le détail, numéro de commande, numéro de produit et la commande. Et pour la création de la base de données, on fait ça. Premièrement, on va commencer par créer le schéma. Donc, on va créer le schéma de la base de données. Donc, c'est créer le schéma client-commande. Deuxièmement, on va créer des espaces de stockage. On va créer des espaces de stockage de métal. Notons que, ici, je vais créer deux espaces de stockage. Je vais créer l'espace de stockage pour le client et le produit. Et je vais créer l'espace de stockage pour la commande et les données qui concernent la commande. Pourquoi? Parce que les données relatives au client et les données relatives au produit sont stables. Ce sont des données qui sont stables. Ce sont des données qui sont permanentes. On ne les change pas tout le temps. Donc, à chaque fois, je garde l'espace de stockage de la table client et l'espace de stockage de la table produit. Par contre, les commandes, on les modifie quotidiennement. Ce sont des données qu'on modifie quotidiennement. Et je peux dire que je vais laisser à part les commandes de, par exemple, 2019, je vais travailler sur les commandes de 2020. Donc, je vais en quelque sorte enregistrer l'espace de stockage commande data. Donc, c'est pourquoi on ne met pas les données dans le même espace de stockage. Les données qui sont permanentes, qui ne changent pas. Avant, quand on parlait de la notion du fichier, on parlait de données permanentes et données mouvement. Mais ça, on ne dit plus ça. Donc ça, c'est des données permanentes, c'est des données qui sont en mouvement permanent, en mouvement, si vous voulez, quotidien. Donc on va les mettre dans des espaces de stockage différents. Alors, les tables maintenant, la création des tables. Alors, on va commencer par la table client. On va mettre create table client. Numéro de client, le nom du client, l'adresse du client, la localité du client, la catégorie, le compte. Je vais mettre
Clé primaire, ce numéro de client, et je vais spécifier l'espace de stockage. Où est-ce que je vais stocker ces données? Donc, primary key, numéro de client dans l'espace de stockage clé produit date. Donc, c'est dans l'espace de stockage de client et du produit. Même chose pour le produit. On va mettre creatable produit, la même chose, dans l'espace de stockage client-produit. Pour la table commande et la table détail, qui sont en mouvement permanent, ils changent tout le temps, Donc, on va mettre creatable commande, numéro de client, date de la commande, primary key, numéro de commande, foreign key, numéro de client, référence client, mais maintenant, c'est dans la commande, les données que concerne la commande. La même chose ici pour la table détail, on va la mettre dans la commande détail et merci de votre attention.